Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. C'est l'agence de presse Reuters qui est à l'origine de l'information. Selon ses sources, le groupe Wagner serait sur le point d'obtenir un accord avec la junte au pouvoir au Mali pour la formation des troupes et la protection des hauts fonctionnaires. Pour l'heure, les autorités ne confirment pas officiellement cette information, mais les soutiens de cette probable union existent en nombre au Mali et donnent de la voix. Est-ce la solution dans la lutte contre le terrorisme? Quel impact le groupe Wagner pourrait avoir sur les forces de défense et de sécurité maliennes? Le Premier ministre Choguel Maïga est aussi sorti pour répondre visiblement face au tollé de la communauté internationale. Mali lutte contre le terrorisme, les mercenaires russes en sauveur. C'est le thème du plateau du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, journaliste. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en coaching intégral, président de l'association Fiat Monde. Lamine Cissé, au Mali, on va dire que le microcosme politique est un peu en effervescence. Il y a beaucoup de réactions. La France, les États-Unis, nombre de pays, l'Allemagne notamment, qui réagissent et qui estiment que visiblement il y a donc des accords qui seraient sur le point d'être signés, si ces accords ne sont déjà signés, et ne voudraient pas forcément d'une intervention militaire russe au Mali. Oui, mais je crois que c'est le terrain qui commande. Hein. Nous avons vu en RCA, la même chose s'est produite et les résultats sont très positifs. Je ne crois pas que les forces étrangères de l'Occident au Mali sont au Mali dans la sincérité. D'autant plus que le Premier ministre, on va certainement l'écouter. Il est probant que les résultats attendus jusqu'à présent traînent et que la situation d'insécurité ne fait que s'amplifier. Et le Mali est un État souverain. Sa décision doit être une décision souveraine qui va conformément à la volonté populaire. Et il faut rappeler que le Mali, le gouvernement qui est là, est un gouvernement issu d'une révolution populaire. C'est ce que moi j'appelle une révolution mentale. Il ne peut pas faire comme d'habitude. Il faut qu'il fasse dans le sens de produire des résultats sur le terrain. Voilà, donc moi je pense que cette réaction de l'Occident, surtout de la France, ne me surprend pas du tout. Parce que il se positionne en concurrent par rapport à la Russie. Et vous savez, la Russie, nous les avons sur d'autres théâtres en Syrie. C'était la même chose, c'est le groupe Wagner avec la Russie. On a vu en Irak, on a vu en RCA. La Russie revient en force, mais avec des résultats probants. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sécurité du Mali, c'est la sécurité au Sahel. Voilà. Alors, Patrick Armand-Pouillon, le gouvernement malien est accusé de vouloir donc recruter des mercenaires. En quoi est-ce que le groupe Wagner pourrait inquiéter les partenaires actuels du Mali? La situation du Mali en ce moment est une situation inquiétante à tout point de vue. Je ne sais pas si vous vous entendez vous-même. Un pays veut recruter des mercenaires. Un pays veut recruter des mercenaires. C'est normalement les rebelles, les bandits qui recrutent des mercenaires. Mais un État veut recruter des mercenaires. C'est-à-dire, on a entendu ça maintenant en Afrique il y a longtemps. Hein. C'est-à-dire, il y a très longtemps qu'on entend qu'un pays recrute et se bombe le torse de vouloir recruter des mercenaires. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle un mercenaire. C'est un militaire qui ne répond à aucune loi, qui peut violer la population quand elle veut, qui peut frapper la population quand elle veut.
qui peut tuer pour protéger un régime. C'est ça, un mercenaire. Un État veut recruter un mercenaire et il y a des citoyens africains qui sont fiers d'encourager un État à recruter un mercenaire. Je vais continuer. Vous savez, la situation actuelle du Mali est grave, très grave. Je crois que j'ai accepté de faire ce débat, mais je vous avoue que je me demande si ce n'est pas de prière le Mali a besoin. Je me demande si tous les Africains ne vont pas simplement se mettre en mosquée pour les musulmans, en l'église pour les chrétiens et les religions endogènes et autres, chacun dans son coin, pour prier pour le Mali. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une situation totalement chaotique à tout point de vue. Une situation totalement chaotique, créée par la France et son échec. Je suis totalement d'accord. La France, non seulement, je ne parle même pas de la situation militaire, parce que même là, je ne suis pas sûr qu'on peut parler d'échec. Mais revenons à l'échec de la France. C'est un échec d'arrogance. C'est un échec d'arrogance, de mépris à un pays, de non-respect des cadres de ce pays, de non-respect des autorités de ce pays, afin de décider seuls, sans consulter personne au Mali. Ils ont créé la situation chaotique que nous avons aujourd'hui, où ils ne peuvent pas avoir d'interlocuteur à Bamako. Mais ce n'est pas tout. La CEDEAO, dans son échec cuisant, impossibilité de voter un test interdisant au chef d'État de créer les situations de coup d'État, impossibilité de voter un document qui puisse permettre de protéger même les chefs d'État. Mais non, on laisse les chefs d'État faire tout le désordre qu'ils veulent, et lorsqu'ils sont balayés, on vient maintenant dire, vous devez tout faire pour remettre le pouvoir encore à ceux qui violent violemment les tests. Échec donc de la CEDEAO, échec cuisant, échec et mat. Et c'est ça qui nous a créé la situation de coup d'État répété dans la sous-région. Mais comment régler ça? Pour régler ça, il faut que tout le monde gagne en humilité. D'abord, la France doit gagner en humilité et arrêter son arrogance. Mais la CEDEAO doit gagner en humilité et arrêter son arrogance. Je vous donne un exemple précis. Vous pouvez la Guinée. La Guinée a demandé 4 jours, seulement 4 jours, pour écouter les collaborateurs, pour écouter les cadres, pour écouter les compétences et prendre une décision. Et on ne peut pas attendre ces 4 jours. Qu'est-ce qui presse pour qu'on puisse sortir un communiqué pour leur donner des ordres? Alors qu'ils ont été corrects jusque-là, la CEDEAO fait des erreurs qui nous créent ça. Maintenant, est-ce que parce que la France fait des erreurs, est-ce que parce que la CEDEAO fait des erreurs, nous allons faire entrer des mercenaires au Mali, un pays qui a déjà tellement de problèmes d'organisation, un pays qui n'a pas de parlement, un pays qui n'a pas d'institution, un pays qui n'a pas un gouvernement issu du peuple. Et c'est ces transitaires-là qui prennent la décision de faire entrer des mercenaires. On sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Alors cessons de dire que la Russie a des résultats lorsque les Syriens sont incapables de rentrer chez eux au pays. Cessons de dire que la Syrie a des résultats lorsque les Centrafricains ne peuvent pas rentrer chez eux au pays. Alors, faisons attention à ne pas confondre la guerre contre la France avec la sécurité du Mali. Faisons attention à ne pas confondre la guerre contre la France avec la sécurité du Mali. Voilà ce que vous avez dit de façon linéaire. Voilà, Patrick Armand-Pouillon, Lamine Cissé, le terme mercenaire, c'est effectivement le terme approprié, notamment au groupe Wagner, dont visiblement personne ne sait à qui ce groupe appartient. On a vu même le Kremlin qui est officiellement sorti et a donné sa position. L'État russe n'a jamais eu d'accord avec le Mali. Pourtant, on parle du groupe Wagner, qui est un groupe russe, qui emploie donc des milliers, probablement des millions de paramilitaires qui donc viennent au Mali. Mais sous quel mandat? Avec, je dirais, quel ordre d'exécution? Pour quelle mission concrètement? Oui, vraiment. Je voudrais d'abord remercier coach Patrice Pognon, puisque je le félicite pour la clarté de ses analyses par rapport à l'engagement, à la responsabilité, n'est-ce pas, des forces qui sont sur le terrain, qui ont amené une situation catastrophique au Mali et dans le Sahel, exprès d'ailleurs, exprès. Voilà, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est la terminologie, c'est l'explication qu'ils veulent donner au mercenariat. Et lui, il a décrit que la France et autres sont sur le terrain en mercenaires.
Et il vaut avoir des mercenaires diplomatiques que d'avoir des mercenaires qui ont comme mission, tu me payes, je viens te produire le résultat. Parce qu'un mercenaire, dans ce cadre-là, mercenaire, on voyait le mercenaire qui allait pour éliminer un chef d'État, pour renverser un régime. Mais nous ne sommes pas dans le cas. Il ne faut pas donner la même signification au mercenariat. Le groupe Wagner, c'est un État sérieux qui est en place, qui a appelé le gouverneur pour chasser sur le territoire des intrus, des terroristes, des gens qui viennent pour, n'est-ce pas, saccager l'intégrité territoriale d'un pays. C'est pour remettre de l'ordre. Ils ont une mission de remettre de l'ordre. N'a-t-il pas un risque? Non, mais quel risque? Il y a un risque déjà, parce que, tu vois, la situation est déjà chaotique. C'est pas maintenant que ça va être chaotique, c'est chaotique. Lui-même, il l'a dit. Depuis la Libye, vous pensez que la France n'est pas... Si on veut placer le mercenariat dans son contexte, dans le contexte de coach, la France est le premier État mercenaire alors. Puisque un État qui se lève, tu vas aller bombarder et tuer un président d'un État souverain, la Libye. Ça, c'est pas du mercenariat. Et vous le faites, vous démantelez les trucs, vous partez, vous laissez la situation se désintégrer dans tout le Sahel. Et maintenant, vous venez à Messi en pompier. Mais la France, est-ce que vous êtes en train d'analyser l'action de ces... Maintenant qu'on amène un groupe, mais évidemment, le groupe Wagner, c'est ce que la Russie peut dire, c'est ce que Poutine peut dire. Mais Poutine refuse de répondre officiellement de la responsabilité du groupe Wagner. Il ne peut pas répondre officiellement. C'est la même chose qui s'est passée en RDC. Le président a pris sa responsabilité d'amener un groupe, ils ont repoussé les rebelles. C'est ce qui a donné le résultat, tu le sais. Au moment avant que le groupe venait là, moi je disais que c'était caté, c'était foutu. Parce qu'il y avait des rébellions armées partout qui avançaient. De la RCA. Mais maintenant que le groupe Wagner a nettoyé, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas applaudir? La France est partie, non? Est-ce que le gouvernement n'a pas fait le travail à sa place? Non, c'est-à-dire qu'en fait, ce que le Premier ministre a dit, c'est fondamental. C'est ce qu'il faut analyser. Il y a des zones où les militaires maliens ne peuvent pas partir parce que les autres sont en train de... Les djihadistes sont en train de créer des problèmes. Ils ont créé exprès des zones d'insécurité. Et le groupe Wagner, il n'est pas lié à un État. Quand il viendra, voilà le contrat, on te paye ça, je veux tel résultat. Tu fais le résultat, tu nettoies, tu t'en vas. C'est le travail là qu'ils ont à faire. Ils ne sont pas venus pour être dans la sous-région, pour détrôner les chefs d'État. Non, ils ne sont pas là. Le mercenariat, on l'entend comme les mercenaires qui sont venus ici, au Bénin, pour détruire le régime militaro-marxiste du président Mathieu Kérékou. Ce n'est pas la même chose. Eux, ils sont commandités par la France et les pays amis à la France, africains, qui ont voulu détruire le régime de Mathieu Kérékou à son époque. Mais là ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il faut analyser le mot mercenariat dans son contexte actuel. Et savoir quel est le résultat qui est attendu par rapport à ces mercenaires et pourquoi il faut des mercenaires. Voilà. Vous êtes visiblement pour l'arrivée de ces mercenaires russes au Mali. Nous allons ensemble avec vous et Patrick Armand-Pouillon écouter Choguel Maïga qui donc était face à la presse. Il s'est défendu d'un certain nombre de choses qui sont visiblement reprochées aux autorités maliennes actuelles. Il n'a pas nommément cité un pays ni un groupe, mais on a, semble-t-il, clairement compris ce qu'il essayait de dire. Choguel Maïga, qui donc se positionnait par rapport à l'actualité du moment au Mali. Nous allons, avec la complicité de la régie, le suivre rapidement. Vous avez aujourd'hui des partenaires qui ont changé un peu leur politique. Vous avez, après les changements du 18 août, sinon bien avant, il y a des partenaires qui ont décidé de quitter le Mali pour se replier sur d'autres pays. Il y a des zones qui sont abandonnées qu'il faut occuper aujourd'hui. On ne peut pas laisser le vide. Nous sommes obligés aujourd'hui de nous interroger si de la même façon dont les partenaires ont décidé de quitter certaines localités, s'ils décident demain de partir, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de nous interroger. Est-ce qu'il ne faut pas avoir des plans B? D'autant plus qu'on a vu des pays où on a lâché, puis les gens se sont retrouvés seuls. On ne peut pas nous interdire d'acheter du matériel avec un pays si on a un accord, parce qu'un autre ne veut pas. On ne peut pas le faire. On ne peut pas nous empêcher d'envoyer des gens être formés dans un pays donné
parce qu'un pays ne veut pas. Et c'est d'autant plus qu'au départ, l'intervention des forces internationales était justifiée par 3 raisons. Premièrement, détruire le terrorisme. Deuxièmement, aider l'État malien à étendre son autorité et sa souveraineté sur tous les territoires. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. Le terrorisme s'est étendu. L'autorité et la souveraineté de l'État n'est pas restaurée partout. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année. La dernière, c'est celle qui devait passer il y a 2 semaines. Le Mali a refusé l'augmentation du contingent de l'aménagement parce que ça a été fait sans nous. D'habitude, ça se fait sans le Mali. Cette fois-ci, nous avons dit qu'on n'est pas d'accord. Donc, on a dit à notre ambassadeur de s'opposer. On ne peut pas augmenter le nombre d'éléments de l'aménagement sans savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'on discute. C'est ce qu'on a fait depuis 9 ans. J'avais dit très clairement qu'il faut qu'on ait la possibilité de regarder vers d'autres horizons, qu'on élargisse les possibilités de coopération pour maîtriser notre défense nationale. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, naturellement, tout ce qui est changement est difficile à être accepté, mais il n'y a rien d'autre derrière. Patrick Armand-Poyon, Choguel Maïga, qui, semble-t-il, peint la situation. Il pointe les 3 axes forts qui justifient le déploiement de la MINUSMA au Mali. Comment en finir avec le terrorisme, comment essayer de restaurer l'autorité de l'État sur toutes les zones du Mali, et troisièmement, respecter les accords, notamment au niveau de l'ONU. Mais visiblement, sur ces 3 chantiers-là, la mission a échoué. Vous comprenez son besoin je dirais, de défendre les coopérations militaires, notamment avec d'autres pays? Je ne sais pas s'il est en train de défendre. Je ne sais pas, parce qu'il n'a pas parlé de ça. Il a parlé d'autre chose. Depuis quelques jours, le gouvernement malien ne parle pas du groupe Wagner, ne parle pas de ce contrat. Et c'est ce que M. Lamine est en train de faire sur le plateau. Il parle d'autre chose. Il change de terminologie. Il crée l'Académie française après Senghor. Il rentre dans l'Académie. Il change la définition du mot mercenaire en fonction des circonstances. Il change tout. Il crée les lois. Il crée les trucs pour défendre les défendables. Mais il n'aborde pas ce qui est reproché au Mali. Il parle de prendre le groupe Wagner pour sauver le Mali. Il pense que 1000 soldats russes vont sauver ce territoire malien. Il fait exprès d'oublier la superficie du territoire malien. Il fait exprès d'oublier le champ de combat. Il fait exprès de passer à côté. Il fait exprès de ne pas entendre pourquoi on recrute le groupe Wagner. Il fait exprès de ne pas entendre qu'on regroupe le groupe Wagner pour sécuriser Goïta et son groupe qui ne veulent pas finir la transition et qui savent que ça va carburer et donc qui veulent recruter des mercenaires pour leur propre sécurité à 6 milliards le mois. Il fait exprès de ne pas entendre que Goïta veut recruter des mercenaires à 6 milliards le mois pour se sécuriser dans la perspective de ne pas organiser les élections. Il fait exprès de ne pas entendre que le groupe Wagner va avoir 3 mines du Mali. Il passe tout le temps à dire la France veut piller. Mais il est très content quand celui qui veut piller n'est pas français. Il est très content quand celui qui veut voler n'est pas français. Je voudrais vous dire, l'heure est grave au Mali pour qu'on ne fasse pas du dilatoire. Le Premier ministre Choguel Maïga a parlé de tout sauf de rien. Il n'a pas parlé de ce que l'on dit. Il a fait le procès de la France, oui, qui n'a pas réussi au Mali. Nous sommes tous d'accord. Il a fait le procès de la CEDEAO, des Nations Unies. Nous sommes tous d'accord que ça, on est d'accord avec ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Mais est-ce que parce que les autres sont mauvais, nous allons détruire notre propre pays? Est-ce que parce que les autres sont mauvais, nous allons chicoter nos propres citoyens? Est-ce que parce que les autres sont mauvais, nous allons faire venir des gens pour violer nos filles? Est-ce que parce qu'il y a des terroristes, nous allons amener d'autres terroristes pour détruire notre population seulement parce qu'ils veulent assurer notre sécurité à nous? Voilà de quoi il s'agit. Et je voudrais dire que même ce que je dis n'est pas contre le président ministre Choguel Maïga, il me comprend très bien.
Il me comprend très bien. Le président Goïta me comprend très bien. Mais je voudrais simplement qu'au-delà de qui a raison, qui a tort, qu'il retienne le Mali d'abord, le Mali debout. Qu'il retienne qu'il est très facile de tromper la population malienne en faisant croire qu'on défend le Mali. Il est très facile de tromper la société malienne en faisant croire qu'on est nationaliste, que les étrangers veulent piller le pays. Mais ça ne dure pas. On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Ça ne dure pas. Et aucune armée du monde ne peut empêcher une population qui décide de prendre le pouvoir, de prendre le pouvoir. Et il faut qu'il sache que s'il continue dans le dilatoire, le peuple malien finira toujours par se mettre debout, par comprendre et par chasser les imposteurs. Y a-t-il pas... Moi, je crois que ces déclarations sont d'abord très dangereuses. Non, mais Patrice, la mission imposée visiblement au Premier ministère est claire. C'est la sécurisation des autorités maliennes et la formation visiblement des militaires. Mais formation des militaires. Mais sécurisation des autorités de la transition. Là, tu vas avoir tous les accords dans ta main ici. Et l'accord français militaire avec les autres... Ah non, ce que nous avons lu... aucun accord n'est mis sur la place publique. Selon les informations que nous avons... D'accord, les informations, mais Maguel n'a pas dit ça. Maguel n'a... Choguel Maïga Choguel Maïga n'a pas dit ça. Donc, Patrice est en train de dire ce que Choguel Maïga n'a pas dit. Et il est en train de faire des déclarations... Il n'a pas dit le contraire. Non, pardon, n'interfère pas dans mon débat. Laisse-moi le temps... Laissez-moi le temps de parler. Parce qu'il fait des déclarations extrêmement dangereuses. Donc les groupes Wagner vont venir pour violer. Donc ceux qui sont... Mais quand on dit qu'il y a risque de danger au Mali, ça devient dangereux. Tu choisis ton vocabulaire. Dangereux par rapport à quoi? Vouloir la sécurité du Mali est dangereux. Mais quand tu traites la France de tout et de rien, c'est pas dangereux. Patrick Gamampoyo, nous allons écouter Lamine Cissé et puis vous allez répondre. Allez-y. Non, Patrice c'est lui qui est dans... C'est-à-dire qu'il donne des informations qui, vraiment... Tous les panafricains de l'Europe ne vont pas se reconnaître en cela. Il fait des déclarations gratuites. Le groupe Wagner, ils vont venir violer. Ils ont 3 mines. Quelles mines? Lui, il n'a qu'à identifier les mines que les autorités maliennes ont données. C'est des déclarations très dangereuses. Y a-t-il des accords? Mais, écoutez, il faut comprendre que le ministre française, la ministre, madame la ministre française des Défenses, a dit clairement à la radio que c'est intolérable que le groupe Wagner prenne position au Mali. Intolérable. Il l'a dit clairement, de sa bouche. Mais il n'est pas plus royaliste que le ministre français, quand même. Nous suivons les informations, nous savons ce qui se passe. Le groupe Wagner, le Mali... Vous savez que Choguel a clairement dit qu'il y a des zones d'insécurité. Quand ils veulent prendre l'hélicoptère pour survoler, pour aller attaquer, on leur interdit de survoler une zone parce que des forces étrangères sont en train de s'entraîner là-bas. Il y a tellement de non-dits dans cette affaire-là que... Mais vous voulez qu'on indique qui? On indexe qui aujourd'hui dans la situation du Mali? C'est la France et ses alliés. C'est la France. On ne peut pas dire autrement. C'est l'inefficacité, l'incapacité et, n'est-ce pas, l'hypocrisie de la France qui est en train d'avoir des conséquences sur le problème sécuritaire au Mali. Le groupe Wagner n'est pas encore venu au Mali pour le juger. Tu juges, tu préjuges. Et tu dis aux Maliens, préparez-vous, ceux qui sont sur le terrain là, ils veulent vous vendre. C'est ce qui est dangereux en termes de communication politique. Ça ne doit pas être dit. Ce n'est pas possible. On ne peut pas préjuger d'une situation qui n'existe pas sur le terrain. Et alors qu'on a une situation qui est déjà sur le terrain en Centrafrique. En Centrafrique, par exemple, il y a eu des exactions qui ont été dénoncées. Mais par qui? Les Nations Unies? Quand même. Les Nations Unies, le bras armé de l'impérialisme international. Quand même. Soit on veut libérer l'Afrique et aller abonder dans le sens du peuple, ou bien on veut faire l'affaire de ces puissances-là qui veulent dominer. La Russie ne vient donc pas, ou bien dis-moi quel pays la Russie a colonisé en Afrique. Dis-moi quel pays la Russie a colonisé en Afrique, depuis que l'Afrique est Afrique. Dis-moi, quelles sont les relations entre Russie qu'on peut décrier sur le terrain? Ça n'existe pas. Même la Chine, dis-moi, quel est le pays africain que la Chine a? La France a 13 colonies en Afrique. Parmi ces 13 colonies-là, 9 des pays sont dans des problèmes. Dis-moi, quel pays la France a développé, quel pays africain colonisé par la France qui est développé aujourd'hui? Mais comme soyons sérieux.
Le Gabon, on a du pétrole, on a tout. La RCA, partout, il y a des richesses. Dis-moi, dans quel pays la France a développé? Et on voulait qu'on protège la France. C'est la France qui est notre problème, l'État français. C'est ça, c'est l'impérialisme État français. Et le peuple africain est prêt à se libérer. Je crois que si on ne conduit pas aujourd'hui cette dynamique populaire malienne qui a amené ces gens-là à prendre le pouvoir, ces personnalités-là, qui a permis à Simi Koïta de chasser le Premier ministre parce qu'ils vont faire l'affaire de la France. C'est ça, le problème se trouve là. Les habitudes qui se faisaient là, les gens là sont en train de briser ces habitudes-là. C'est ce que Maïga a dit, le PM a dit. Il dit, nous voulons changer les habitudes, les mauvaises habitudes qui ne nous ont pas donné de résultats. Mais il faut le prendre au mot et l'accompagner. N'y a-t-il pas un risque que la transition s'éternise? Puisque visiblement, dans son agenda, Choguel Maïga parle de discussion. Notre problème, ce n'est pas de s'éterniser ou de ne pas s'éterniser. C'est laisser le peuple malien, avec la transition là, de décider ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire, et les accompagner dans ce sens-là. 5-10 ans de transition, ça ne vous gênerait pas? Qui va dire comment on peut créer une transition de 5-10 ans? Non, c'est pas possible. Mais là, nous sommes en train de bouffer 2 ans déjà. Et ils veulent... Le Mali n'a pas fait 2 ans de transition quand même. Les 18 mois, c'est dans 6. Oui, mais quand même. Ce que je voudrais dire est qu'il faut que la CEDEAO accompagne. Parce que le problème malien est beaucoup plus important que de dire des transitions bâclées et puis on va revenir. C'est la même chose qui s'est passé en Guinée. On a fait combien de transitions en Guinée? 1, 2, c'est 3e. Hein? On est dans le 3e là. C'est toujours bâclé. Ils font pas des choses sérieuses. L'essentiel est de nommer quelqu'un à col blanc avec des vestes, on le met là, on le croit, il vient, il fait la dictature, il tue les gens. On dit transition encore, il faut qu'on arrête cela. Voilà. Le problème malien, il a parlé de la superficie du Malien. Pour chuter. C'est grand. C'est vrai, c'est grand. Mais 1000 paramilitaires donc peuvent résoudre ce problème-là. Le problème, c'est l'efficacité. Pourquoi la France a voulu réduire son effectif pour aller se mettre au Niger et au Burkina Faso. Avoir une opération Takuba pour pouvoir contrôler tout le Sahel à partir de... Pourquoi? Il faut poser cette question-là. Pourquoi? Ah non, répondez. Non, c'est ce que je dis. Je suis en train de dire. Le Mali doit prendre ses responsabilités en tant qu'État. Et c'est ce que le Mali fait. Il faut le lui concéder quand même. Voilà, c'est clair. Patrick Amon-Poyon, votre analyse par rapport à la situation actuelle, notamment visiblement la CEDEAO qui, on va dire, continue de maintenir la pression pour que des élections soient organisées rapidement selon le délai préétabli. Selon vous, est-ce qu'on peut organiser, Patrick Amon-Poyon, des élections dans les 6 prochains mois au Mali? Est-ce que c'est réaliste? La CEDEAO met une pression contre-productive. La CEDEAO, en mettant la pression, est en train de fusionner les panafricanistes autour de Goïta. Donc c'est une mauvaise méthodologie. C'est une très mauvaise méthodologie. Vous savez, la chance que j'ai, c'est que je ne vois pas les choses en termes de tout est blanc d'un côté et tout est noir de l'autre. Nelson Mandela, que certains panafricanistes n'aiment pas écouter, a dit clairement que le tout blanc n'existe pas et le tout noir n'existe pas. La France ne sera jamais tout noir et elle ne sera jamais toute blanche. La Russie ne sera jamais toute noire, elle ne sera jamais toute blanche. Si on n'a pas compris ça, il est difficile de faire des analyses objectives. Ensuite, j'aimerais dire que ce n'est pas parce que M. Lamine dit qu'une déclaration est grave qu'elle est grave. J'ai fait des déclarations où je parle au président Koïta. Parce que la force des émissions de Sika TV, c'est de permettre aux gens de prendre des décisions. C'est de permettre aux gens, non pas de dire tout est noir ici, tout est blanc ici, mais de prendre des décisions. Je crois au patriotisme du président Koïta. Je crois au patriotisme de Choguel Maïga. Je sais que s'ils sont éclairés, ils pourront prendre de bonnes décisions. Et c'est mon job. Je suis coach. Un coach amène les gens à voir les conséquences de leurs actes avant de les poser. Et donc, j'insiste et je dis que tout ce que j'ai dit, 6 milliards au groupe et Wagner, c'est écrit par la presse anglaise. Et je dis, Choguel Maïga est tellement intelligent qu'il n'a pas répondu à ça. Il n'a pas dit que c'est faux. Donc, à partir de cet exemple, on ne peut pas me dire que c'est grave quand je dis ce que la presse a dit
et que le président Choguel Maïga, le Premier ministre et le président ne demandent pas. On ne peut pas me dire que c'est grave quand la presse dit qu'il y a 3 mines qui seront données au groupe Wagner et qu'aucune autorité malienne ne répond à ça. Alors moi, je fais des déclarations qu'on peut lire quelque part. Mais quand on dit des choses sur la France qu'on ne peut lire nulle part, c'est beaucoup plus grave, même si je ne le dis pas. Alors, je voudrais continuer en disant ceci. La situation du Mali est telle qu'il faut qu'on fasse attention. Parce que si ça chamboule au Mali, comme ça a chamboulé en Libye, les Français vont retourner tranquillement chez eux. Donc si nous parlons tout le temps de la France ici, nous faisons du mal au Mali. Ce n'est pas parce que la France a échoué que nous devons créer le chaos chez nous. Ce n'est pas parce que la France a échoué que nous devons créer le chaos chez nous. Et quand je le dis, je ne le dis pas contre le président Goïta. Je ne le dis pas contre Choguel Maïga. Je suis en train de les aider à comprendre que les autres ont fait du désordre dans notre pays, le Mali. Mais il nous revient à nous de nous entendre pour aller devant. Maintenant, pour répondre à votre question, par rapport aux élections, vous savez, en 12 mois, on n'a rien fait. Rien. Au Mali, la transition n'a rien fait dans le sens des élections, rien, en 12 mois. Et n'a pas l'intention de le faire en 6 mois. Alors la CEDEAO n'a qu'à cesser de se ridiculiser en mettant la pression pour qu'il y ait élection en février. Ils n'ont qu'à reprendre l'angle avec le Mali. Ils n'ont qu'à discuter franchement avec la transition pour dire comment vous voyez les choses avec des dates maintenant dans le marbre. Dans 2 mois, vous voulez qu'on voit quoi? Dans 3 mois, vous voulez qu'on voit quoi? Dans 4 mois, je vais vous dire ceci. C'est une erreur. Écoutez bien, je ne vais pas le dire longtemps. C'est une erreur de penser que des gens qui sont arrivés par coup d'État sont plus légitimes pour réorganiser un État. C'est une erreur. Et c'est pourquoi on justifie les durées de transition. Mais retenez une chose. La Guinée ne reprend pas les coups d'État parce que les tests sont mal faits. Non. La Guinée reprend les coups d'État parce qu'Alpha Condé a déconné. Ce n'est pas parce qu'un homme a déconné qu'il faut tout le temps changer les tests. Ce n'est pas parce qu'un homme a déconné qu'il faut tout le temps changer les tests. Je donne un exemple très simple. Le président du Bénin dit « Je ne ferai pas le 3e mandat ». Il part. Si le prochain président veut tenter un 3e mandat, est-ce que c'est les tests qui sont mauvais? Non, c'est une erreur de penser que les tests justifient le désordre que nous voyons. Non. C'est les hommes d'une même génération, des hommes d'une même époque qui sont dépassés par les événements et qui ne comprennent pas l'alternance. Ça là, ce n'est pas une transition qui va régler et ce n'est pas des tests qui vont régler. Allons aux élections. Élisons par le peuple un président. Ce président maintenant a la responsabilité historique de faire correctement ou il risque de subir le même sort que ses prédécesseurs. Du reste de la durée de transition au Mali, on parle de 6 mois. La CEDEAO visiblement maintient la pression et tient à ce que les élections se tiennent à bonne date. Selon vous... C'est pas ça qui est important. Ils n'ont qu'à arrêter ça là. Ce qui est important, c'est d'organiser des élections non conflictuelles. Mais qu'est-ce qui a amené ce problème-là? Jusqu'à on a renversé, le peuple s'est mis dans la rue pendant 6 mois. Parce que les élections ont été des élections conflictuelles. Il ne faut pas répéter la même chose. Alors, c'est pourquoi je ne suis pas tellement d'accord avec mon frère et ami coach. Parce que 90% je suis d'accord avec lui sur ce plateau-là aujourd'hui, parce qu'il a fait des analyses vraiment pertinentes. Mais la Guinée, les nouveaux textes là, c'est des textes illégitimes. C'est des textes qui n'ont pas été adoptés par le peuple guinéen. Il n'y a pas eu consensus autour de ces textes-là? Non, pas du tout. Et ensuite, ces textes-là, le texte qui a été soumis au référendum et le texte qui a été promulgué a eu des modifications. Il y a eu des modifications. Donc il n'y a pas de consensus autour de ces textes-là. Si on amène ces textes-là pour organiser des élections, c'est pour créer des problèmes. Parce que l'élection se fait à la base de ces textes-là. Donc il faut qu'il y ait un consensus autour de ces textes-là. Pour que désormais, qu'il n'y ait plus de textes à toucher ou à modifier en Guinée. C'est ça la réalité. Et il faut qu'ils accompagnent la Guinée selon leur contexte à régler leurs problèmes pour que définitivement, qu'il n'y ait plus de coup d'État en Guinée.
qu'il n'y ait plus de coup d'État ailleurs. Les coups d'État c'est les textes qui conduisent l'État, comment l'État doit fonctionner. C'est les textes. Et si les textes ne sont pas vraiment, ne portent pas l'adhésion populaire. Et d'ailleurs, il y a un mot que le nouveau homme fort de la Guinée a dit qui m'a impressionné. Il dit qu'il faut qu'on inclue les facteurs endogènes dans nos textes. C'est très important. Et c'est large. Alors moi, ce que je voudrais tout simplement dire à mon frère, nous ne sommes pas dans une dynamique de dire que ce que vous avez dit, c'est dangereux. Je ne voudrais pas que vous répétez si vous entendez de ces informations, parce que même nous, dans les réseaux sociaux, on avait dit que les Français sont en train d'exploiter les mines d'or. On a montré même les photos sur ça là. Mais en réalité, quand vous allez sur le terrain là, est-ce que vous allez trouver ça? Moi, je ne peux pas prendre ça pour dire effectivement ils sont en train d'exploiter où sont les mines d'or? Parce que le gouvernement, l'État malien n'a pas dit on est en train d'exploiter nos mines d'or. Si on voit quelque part qu'on dit il y a 3 mines d'or, et que ces gens-là, ils vont venir violer les femmes. C'est de cela que je parle. C'est-à-dire que c'est de cela. Je dis qu'il ne faut pas porter flanc à ces genres de déclarations, c'est extrêmement dangereux. Sinon, votre métier de coach, vous êtes en train de bien le faire, parce que j'ai dit dans votre communication, vous avez dit des choses réelles, vous avez diagnostiqué, et mais je voudrais que vous allez dans les recherches de solutions. Mais de ne pas penser que les autorités maliennes aujourd'hui, ils sont en train de faire... Non, c'est eux qui commandent le terrain, ils savent où se trouve le problème. Le problème réel, le Mali est déjà dans le chaos. Il n'y a pas un autre pays qui va encore venir mettre le chaos. Le chaos est déjà là. La partition du Mali est en cours. Il faut arrêter cette partition-là. Alors, j'ai vu les Français aller ailleurs pour réorganiser, pour limiter l'effectif, mais ils sont en train de lancer un ultimatum aux actuelles autorités maliennes pour leur dire la ligne rouge à ne pas franchir, c'est de ne pas accepter que ce groupe Wagner-là, puisqu'il porte le nom russe, il faut savoir que c'est le bras armé de Poutine, ça. Ça, là, ce n'est caché de nulle part. C'est des gens qui vont en percusseur. S'ils ont des difficultés, c'est la Russie qui vient en appui. Ça, c'est clair et net. Et il s'en est défendu. Oui, mais ça... Vladimir Poutine. Non, mais d'accord, qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils disent quoi? Mais il faut voir le parcours même de Poutine, là. Poutine, c'était le KGB. Attention, c'est-à-dire qu'il y a la guerre de leadership en Afrique. L'Afrique est le continent de l'avenir. Il y a la guerre de positionnement et de leadership. Donc celui qui fait les meilleures offres qui vont dans l'intérêt des populations, c'est-à-dire qu'on n'a rien contre la France. Franchement, moi, on n'a rien contre la France. On a quelque chose contre l'État français. Si l'État français change sa position de gouvernance par rapport à l'Afrique, mais on va l'applaudir, on va l'accueillir, on va l'aduler. Parce que mais les Français, on se marie entre nous. On a tellement de métis. Les Français ont tellement marié nos sœurs, on marie leurs sœurs. Entre les Français, il n'y a pas de problème. Je dis c'est l'État français qui est le problème. Et l'État français, on a l'impression que s'il se déconnecte de ses mauvaises habitudes, c'est un État qui va vers l'appauvrissement. Donc, il faut appauvrir l'Afrique et s'enrichir. C'est cela, c'est ce système-là que nous voulons combattre fondamentalement pour ce qui existe dans notre pays. Et j'ai vu le Niger, le ministre des Affaires étrangères du Niger faire des déclarations en attaquant le Mali. Mais c'est extrêmement dangereux, quoi, tu vois. Nous sommes dans le combat, n'est-ce pas, de cette zone du Sahel pour amener la sécurité. Il y a un ministre de la République, c'est la deuxième fois. Le président Bazoum avait attaqué, et maintenant c'est le ministre des Affaires étrangères pour faire plaisir à la France. Et si le Niger veut mettre son pays dans la main de la France, ils n'ont qu'à mettre, mais ils n'ont qu'à laisser ce peuple souverain malien qui est en phase avec avec la révolution mentale du peuple malien, d'accompagner cela. C'est extrêmement important. Je crois qu'aujourd'hui, le Niger doit être soucieux de deux facteurs, deux choses fondamentales. Premièrement, essayer de créer une unité nationale autour du président Bazoum. Une unité nationale. Parce que tant qu'il n'y a pas une unité politique, une unité nationale autour de lui, pour faire face au terrorisme, il est en train de taper à côté. Si lui, il veut se baser sur la France, pour penser qu'en étant avec la France, on est en train de régler le problème du Niger, non. Il se trompe parce que la France est là au Niger pour son intérêt
géostratégique et géoéconomique. C'est extrêmement important. Voilà qui est clair. Alors, aujourd'hui, au Mali, selon vos deux analyses, Patrick Armand-Pouillon, Lamine Cissé, c'est que le chaos est déjà là, il faut le penser. Par rapport aux pistes de solutions, par rapport aux propositions, par rapport à l'accompagnement et au suivi, qu'est-ce que Patrick Armand-Pouillon propose? Non, comme je l'ai dit, la CEDEAO n'a qu'à arrêter. Il faut que. Je crois qu'il faut plus de diplomatie. Il faut aider le régime malien à comprendre où est leur intérêt. Où est leur intérêt? Kadhafi était plus puissant que Goïta. Mais quand les pays là ont voulu le décapiter, ils n'ont pas hésité et ils n'ont pas été empêchés. Il avait plus d'armées, il avait plus d'équipements, il avait plus ceci. Ne donnons pas aux autres des raisons de faire des choses. Ne donnons pas aux autres des opportunités pour faire des choses. Je crois que le président Goïta a besoin lui-même de retrouver encore plus de sérénité dans la gouvernance de la transition. Mais il revient aussi à la CEDEAO de ne pas mettre cette pression ridicule et inutile. Rien n'a été fait en 12 mois et ce n'est pas en 6 mois. Lorsqu'on veut organiser 6 mois de dialogue politique, ce n'est pas 6 mois de dialogue politique, on est déjà aux élections. Donc vous voyez, l'intention est claire, mais il faut aider les autorités maliennes à comprendre que la voie royale n'est pas celle-là. La voie royale n'est pas celle-là. Nous n'avons pas le temps. Des Maliens meurent tous les jours pour qu'on puisse réunir des gens payés par jour pour parler pendant 6 mois. On a trop parlé au Mali. On peut trouver une solution pour aller aux élections, si ce n'est pas dans 6 mois, mais dans quel délai? Mais il faut que ce soit clair et net. En Guinée, 4 jours pour écouter les uns et les autres, et bientôt nous aurons le plan de transition. Prenons très au sérieux, il s'agit d'un État. Un État important pour le Mali, important pour l'Afrique, un État sérieux, un État qui a été dans la civilisation africaine, d'un grand État. Soundiata Keïta ne peut pas accepter que son pays soit déchiqueté comme ça. Pensons à ceux-là, pensons à Modibo Keïta, pensons à Babemba, pensons à Sikasso, pensons à Skia Touré, pensons à Sabori Touré, pensons à ces grands hommes et arrêtons le dilatoire. Arrêtons les... Vous voyez, M. Lamine a pris la parole tout à l'heure, il a parlé du Niger, il a parlé de Russie, de KGB, il a parlé de la France, il n'a pas parlé du Mali. Il n'a pas parlé du Mali. Au fait, le thème de cette émission, c'est le Mali. Le Mali d'abord, le Mali debout. C'est ça le plus important. Je suis ici, ailleurs. Je n'habite pas le Mali. J'aurais pu dire ça ne me concerne pas. Non, ça concerne même le président Goïta plus que moi. Donc je dis, je ne suis pas là pour donner des leçons. Non. Je suis là pour dire, pensons Mali d'abord. Le Mali d'abord. Affaire de France là, laissons les panafricanistes régler l'affaire de France. Mais là, c'est le Mali. Le Mali qui est le plus important. Il faut que le Mali reste debout. Et pour ça, les partis, c'est d'abord les Maliens. Même la CEDEAO dont on parle là, la CEDEAO peut foutre le désordre au Mali. Ils ne sont pas présidents du Mali. Mais c'est le Mali qui doit dire, je vais expliquer à la CEDEAO, il faut comprendre. Je vais expliquer à tout le monde, il faut comprendre. Je vais faire preuve de stratégie et Choguel est très fort en stratégie. Ils n'ont qu'à faire preuve de stratégie pour que les autres les comprennent et que le Mali aille vers des lendemains meilleurs. Je voudrais aussi préciser ceci. L'armée malienne n'avait besoin ni de Wagner, ni de la France pour faire la sécurité au Mali. Lorsque l'armée malienne faisait la sécurité au Mali, il n'y avait ni France là-bas, il n'y avait ni Wagner. Alors, la solution n'est pas de remplacer un autre par un autre. La solution est de faire monter l'armée malienne en puissance. On nous parle tout le temps de formation. Mais lorsque le roi Béhanzin frappait, battait l'armée française, il n'avait pas une formation des Français. Lorsque le roi Kaba battait l'armée française, il n'avait pas une formation de quelqu'un. Alors nous pouvons retrouver la sécurité de nos nations si nous nous prenons au sérieux. Se prendre au sérieux, c'est effectivement une des pistes de solution. Des propositions concrètes pour faire avancer les choses, faire bouger les lignes. Moi, je crois que... Bon, moi, je suis malien. Quand tu vois mon nom de famille, Cissé, c'est les marabouts du Manding, l'empire du Mali. Notre origine, c'est le Mali. Toi-même, tu es malien. Monsieur Lamine, solution. Toi-même, tu es malien. Alors, donc, je ne suis pas en train de parler des autres pays. C'est dans la géopolitique. Monsieur Lamine, solution. Non, mais mais ou bien... Allez-y. Lamine Cissé, allez-y. Donc, quand je parle de géopolitique,
forcément les pays limitrophes sont liés. Alors, Monsieur Lamy, une solution. Et ensuite, quand tu es un citoyen de la communauté CEDEAO. Monsieur Lamy, la question c'est solution. Non, c'est pas à toi, je parle aux téléspectateurs. Laisse-moi au moins m'adresser aux téléspectateurs. Allez-y. Donc, le problème, c'est que nous sommes des citoyens de la communauté. Quand le Mali est impacté, tous les pays sont impactés. C'est-à-dire, il n'y a pas un pays faible en Afrique de l'Ouest. Chaque pays est important. Chaque pays qui a un problème, tous les autres, ça a un effet d'entraînement sur tous les autres pays et sur les communautés qui vivent dans ces pays-là. C'est extrêmement important. Donc, il faut qu'on en parle. Il faut suffisamment parler. La solution, mais vous savez, la solution doit être d'abord endogène. Il faut écouter les Maliens. Quels sont vos problèmes pour des solutions? Et ensuite, quand je parle de solution endogène, la solution interne malienne est la solution au sein de la CEDEAO, comme il l'a dit. Je suis d'accord avec lui. Mais est-ce que la CEDEAO est suffisamment responsable pour s'attaquer aux problèmes de sécurité de ces pays-là? Non! La CEDEAO ne joue pas son rôle. Si la CEDEAO jouait fondamentalement son rôle-là, toutes ces forces qui viennent de gauche à droite, là, ils seront là, sur le terrain? Mais non, parce qu'en réalité est que la CEDEAO est liée à la conférence des chefs d'État. C'est la conférence des chefs, c'est les chefs d'État qui décident. Et chacun de ces chefs d'État là, les 90% là, sont en train de violer la Constitution et les textes chez eux. Les 90% de ces chefs d'État là sont en train de dicter. Monsieur Lamy, on parle du Mali. Allez-y, Lamy Cissé. Les 90% de ces pays là sont en train de dicter dans leur pays. Comment la CEDEAO peut être efficace pour régler un problème guinéen ou un problème malien? C'est pas possible. J'ai vu l'efficacité de la CEDEAO à un moment donné, mais ça, c'est qui avait porté ça? C'était le Nigeria qui avait porté ça. La guerre du Libéria. C'était le Nigeria, le corps contingent qui s'est déployé au Libéria, c'est le Nigeria. Mais il y avait d'autres forces. Ils ont pu quand même éteindre le feu du Libéria. Ça, je l'ai vu, mais c'est parce que c'était une guerre interne. Mais les causes qui créent les guerres, la démocratie, la bonne gouvernance, etc., la CEDEAO est restée inefficace jusqu'à présent. Donc moi je dis la solution au Mali ne peut être d'abord endogène. Au niveau des Maliens, il faut les écouter. Deuxièmement, il faut que la CEDEAO prenne les taureaux par les cornes en accompagnant sincèrement le peuple malien et le Nigérien. Dans la fermeté, je ne dis pas qu'il laisse, n'est-ce pas, ce gouvernement-là tout s'éterniser. Non. Mais c'est pour les accompagner à régler les problèmes, c'est-à-dire les causes fondamentaux qui créent des dysfonctionnements au sein, qui règlent toutes ces causes-là, et les accompagner jusqu'aux élections et élire un nouveau président. Vraiment, ça doit être autant pour la Guinée, et que les chefs d'État, parce que, coach, les chefs d'État, les autres chefs d'État n'ont qu'à arrêter de faire la dictature dans leur pays. Ils n'ont qu'à arrêter de faire la mauvaise gouvernance. Ils n'ont qu'à arrêter d'emprisonner, de prendre les gens, de les mettre en prison, d'attaquer les opposants. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Parce que quand tu règles un conflit, il faut aller vers la prévention. La prévention, elle est efficace. En Afrique de l'Ouest, on n'est tout le temps pas dans la prévention. On est inefficace dans la prévention, on est inefficace dans le règlement des conflits et le maintien de la sécurité. Inefficace. Patrick Amanpoyon, on a vu effectivement deux chefs d'État, notamment le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara se dépêcher donc en Guinée pour, je ne sais pas, visiblement établir un calendrier, faire des exigences. Selon vous, y a-t-il, je dirais, des difficultés pour la CEDEAO de comprendre les besoins actuels de ces pays-là? Est-ce là qu'il faut taper ou bien la CEDEAO ne comprend pas assez la volonté des populations actuellement? Quand nous disons la CEDEAO, nous parlons comme si la CEDEAO est homogène. Mais à la CEDEAO, il y a des intérêts. Il y a la CEDEAO, il y a des gens qui font transfert, des chefs d'État qui font transfert. C'est-à-dire qu'ils voient la situation qui se passe dans ces pays comme la situation dans leur pays. Et donc, ils sont en train de régler des problèmes de politique intérieure dans d'autres pays. C'est ça. Et il y a des chefs d'État à la CEDEAO qui ne sont pas démocrates, même dans les décisions de la CEDEAO. C'est-à-dire quand leur point de vue ne passe pas, la réunion ne finit pas. Donc vous comprenez que dans ces conditions, quand on dit la CEDEAO a décidé, est-ce la CEDEAO qui a décidé ou bien certains chefs d'État ont décidé? Et je crois que ce qui s'est passé, j'ai trop de respect pour les chefs d'État pour commenter réellement ce qui s'est passé avec cette délégation de chefs d'État qui est allée en Guinée. J'ai trop de respect
pour les chefs d'État pour commenter ça. Je pense simplement qu'il y a eu une erreur stratégique dans ce voyage qui a fait que la rhétorique en Guinée a changé. Alors que la CEDEAO pouvait accompagner correctement le régime de transition en Guinée, un régime qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Mali, rien à voir, puisque Alpha Condé a dit m'aide à la CEDEAO plusieurs fois. Donc quelqu'un qui dit m'aide à la CEDEAO, qui est retiré du pouvoir, et la CEDEAO aurait pu prendre acte là pour dire que les chefs d'État aussi doivent respecter les décisions de la CEDEAO. Alors, cela n'a pas été fait, mais je pense fondamentalement que la CEDEAO doit, en toute humilité, reprendre la main avec le régime guinéen, parce que si la Guinée fait une transition correcte, écoute ce qui s'annonce, ça permettra de mettre la pression sur les autres pays. Mais si on pousse la Guinée à rentrer aussi dans le dilatoire, je ne sais pas comment on va s'en sortir dans la sous-région. Donc il vaut mieux traiter avec ces gens qui paraissent sérieux, il vaut mieux traiter avec eux en gens responsables, parce qu'ils ont hérité d'une situation qu'ils n'ont pas créée et dont on doit les aider à pouvoir sortir à la grande porte. Je voudrais dire que la CEDEAO doit, dans cette situation, avoir aussi profil bas, parce qu'on est tous coupables. Et je voudrais enfin dire que le vrai problème n'est pas les tests. Le vrai problème n'est pas les tests. Si les hommes qui incarnent les tests sont mauvais, quels que soient les tests qu'on va voter, nous allons avoir encore des coups d'État. Voilà qui est clair, notamment par rapport on va dire, au sentiment qui est parfois perçu d'une CEDEAO qui ne comprend pas ou qui ne veut pas accompagner les régimes de transition en Afrique. La peur peut-être des coups d'État dans certains pays, la peur de l'effet d'entraînement, c'est peut-être ce qui pourrait expliquer quelques réactions ou quelques points de vue. Non, mais c'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, la CEDEAO est liée à la conférence des chefs d'État. Et au niveau de la conférence des chefs d'État, qui va dire la vérité à son homologue? Même si tu tues quelqu'un chez toi, là. Normalement, si la CEDEAO est fonctionnelle, Alpha Condé ne devait pas être admis comme président de la République de Guinée, puisqu'il a violé la Constitution et il est signataire du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Il ne devait pas tuer, massacrer les gens parce qu'ils ont manifesté dans la rue. Il est passif, c'est criminel. Mais quel est le chef d'État qui a levé le doigt pour lui dire ce que tu fais? Au contraire, c'est lui qui se bombe la poitrine et il ferme les frontières de son pays contre 3 pays. Mais il se donne ce privilège-là. C'est que, ensuite, les décisions de la CEDEAO, quand la Cour de justice de la CEDEAO attaque un pays, ce pays-là ne respecte pas la justice. Ils appellent la souveraineté. Donc, la CEDEAO est une coquille vide. C'est les chefs d'État qui ont rendu la CEDEAO coquille vide. D'autant plus que c'est eux qui donnent des décisions aux institutions de la CEDEAO de fonctionner. Et les institutions de la CEDEAO fonctionnent en fonction de eux, leur bon vouloir. Mais quand il s'agit d'eux, de leur souveraineté, sinon, comment tu peux comprendre qu'un Alpha Condé qui a tué des centaines de personnes, qui a torpillé la Constitution, et qu'un militaire fasse un coup d'État par rapport à lui, et on dit de ne même pas toucher ce chevaux-là, garder sa sécurité, son âme est plus valeureuse que l'âme des personnes qu'il a tuées. Mais est-ce que c'est cohérent, ça? C'est normal pour un peuple, c'est-à-dire que la CEDEAO se met dans cette position de protection de Alpha Condé, alors qu'il devait être en position de protection du peuple guinéen. Mais ce peuple, cette CEDEAO-là n'est pas la CEDEAO des populations, c'est la CEDEAO des chefs d'État. Et il utilise notre argent, notre travail, tout notre nom pour aller chercher de l'argent, pour prendre de l'argent et il se sucre quoi, à volonté. Donc moi vraiment je suis totalement déçu de cette institution avec qui je collabore pendant plus de 20 ans. Je travaille avec la CEDEAO pendant plus de 20 ans, mais je ne suis pas du tout satisfait de l'aboutissement de tout ce qu'ils sont en train de faire. Tant qu'ils ne règlent pas ce problème de démocratie et de bonne gouvernance, qu'ils ne prennent pas les décisions, les bonnes décisions pour accompagner les populations, que les présidents au sein de la CEDEAO ne se sentent pas menacés au cas de violation des textes, la CEDEAO sera vraiment une CEDEAO qui n'a pas de sens, quoi. Patrick Amampoyon, au Mali, sans doute pour chuter, on parle d'assises nationales de la refondation.
Selon vous, cette terminologie-là, qu'est-ce qu'on y met? Choguel Maïga s'était expliqué il y a quelques jours, il est important d'associer tout le monde au cas malien, d'échanger, de discuter et d'avoir un point de vue harmonisé bien avant de pouvoir établir un calendrier électoral. D'abord, je voudrais dire que c'est vrai, la CEDEAO a beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, beaucoup de problèmes stratégiques. Et certains pays préfèrent ne pas s'associer aux décisions qu'ils n'approuvent pas. D'autres font, je préfère me taire, mais je crois qu'il y a des choses à faire. Mais de là à dire que la CEDEAO est une coquille vide, allez demander à Yaya Jammeh, il vous dira que la CEDEAO n'est pas une coquille vide. La CEDEAO est capable de mobiliser une armée et d'aller à Bamako déloger Goïta. La CEDEAO n'est capable. Alors, il faut que les Maliens tiennent compte de ce facteur. Non seulement il y a 10 000 hommes, 20 000 hommes des Nations Unies sur le territoire que la CEDEAO peut mobiliser à tout moment avec l'accord des Nations Unies. Donc, tenons compte aussi de ce facteur. Vaut mieux qu'ils mobilisent pour créer la sécurité au Mali. Ils n'ont qu'à mobiliser pour ça. Monsieur Lamine, ils n'ont qu'à mobiliser pour ça. Mais ça vous voyez les choses en termes de discours. Tu dis tu dis qu'il est capable. Tu dis qu'il est capable. J'ai dit ils n'ont qu'à utiliser Lamine Cissé. Je lui rends sa monnaie, quoi. Patrick Amon-Poyon, finissez votre analyse. Une institution capable de mobiliser des soldats qui a pu déloger des chefs d'État n'est pas une institution qu'il faut appeler coquille vide. C'est le Sénégal qui est parti. C'est le Sénégal qui est parti en Gambie. Attention. En dehors du plan militaire, la CEDEAO peut reprendre les mêmes décisions qu'ils ont déjà prises une fois sur le Mali. Fermer les aéroports, fermer les frontières, interdire tout transfert monétaire, tout ça. Et je sais ce que ça a coûté au Mali. Donc la CEDEAO n'est pas une coquille vide. Ce n'est pas parce que nous dénonçons les erreurs de la CEDEAO que nous allons confondre ça avec coquille vide. Ils ont le pouvoir économique, ils ont le pouvoir militaire, ils ont la force de la puissance. Ils peuvent faire taire tout discours dilatoire au Mali à tout moment. Pour payer le groupe Wagner, si la CEDEAO interdit les transferts monétaires, il sera incapable à l'État malien de payer le groupe Wagner. Si la CEDEAO bloque les avoirs du Mali, il sera incapable. C'est bon de dire ça au gouvernement malien pour qu'il n'oublie pas ça. Je sais qu'ils savent ça, mais pour qu'ils n'oublient pas ça. Par rapport à rassembler les Maliens autour de la discussion, lorsque les grands partis politiques du Mali refusent d'aller à cette discussion, on veut rassembler qui? On veut rassembler qui? Les grands partis politiques du Mali ont déjà fait leur déclaration pour dire qu'ils ne participeront pas à ces assises-là. On veut rassembler qui? Je voudrais simplement que nous comprenions qu'on peut tromper tout le monde peu de temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Voilà qui est clair. Vous êtes Patrick Amon-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise, président de l'association Fiat Monde. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.